présentation que je fais sur un travail qui a été finalement engagé il y a 4 ans. Un peu par hasard, je suis un spécialiste de marketing, pas du tout de gouvernant. J'ai commencé à 4 ans en organisant avec mes étudiants, quelques collègues, une journée sur la consommation digitale à Nanterre. Et notamment à cette époque, en invitant, il y avait le patron de Airbnb France, il y avait quelqu'un de Blablacar, il y avait d'autres personnes n'en parlait. Hein, très clairement, c'était en novembre. L'été suivant, effectivement, ça a été l'explosion de Blablacar. Pour Blablacar, je vous donnerai quelques éléments, mais Blablacar aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires. Ça représente 500 millions de transactions. Ça représente une perte de chiffre d'affaires de 1 milliard pour la SNCF. Voilà, c'est petit ça. Je préfère beaucoup plus des cas de cette nouvelle économie. Je préfère Alibaba. Alibaba, c'est 55 milliards de chiffre d'affaires. C'est 550 milliards de volume d'affaires qui sont organisés, donc un tiers du budget de l'État français. On a en 4 ans une explosion absolument formidable d'entreprises sur un modèle nouveau. Alors le modèle, c'est un peu ma thèse, c'est une nouvelle manière de coordonner les activités économiques. Quand j'ai organisé il y a 4 ans, j'ai été très orienté comportement du consommateur, est-ce qu'il y a vraiment un changement dans la façon de voir les choses, est-ce qu'on est moins matérialiste, est-ce qu'on a envie de partager? Non, pas du tout. Les consommateurs n'ont pas bougé, sont toujours aussi égoïstes et toujours aussi inconséquents dans leur consommation. Les coupables, ce sont les consommateurs. C'est pourquoi j'ai abandonné le terme d'économie collaborative, d'économie du partage. Ce serait plus sûr de parler d'économie on demand, c'est comme ça que Uber se définit. Et j'ai préféré le terme plateforme parce que ce terme plateforme est employé depuis les années 90 pour décrire un modèle productif. Et c'est un nouveau modèle productif qui est en train de se mettre en place, avec une autre manière de coordonner les choses. C'est ce que je vais préciser. Alors, pour en donner la dimension, parce qu'on n'a pas encore tout le monde en tête, on voit ça comme quelque chose de marginal. Non, c'est majeur. Ça, c'est Jérémy Aobiang qui présente un petit peu la carte du collaboratif, de ce que lui appelle le collaboratif. Il est restreint par rapport à mon terme de plateforme. Aujourd'hui, ça touche à peu près tous les secteurs des services. Dans certains domaines, alors je ne vais pas aller dans le détail, effectivement, ça prend un poids assez considérable. Hein. Si vous prenez par exemple dans le logement, prenons Airbnb, aujourd'hui 16% de l'offre à Paris est proposée par Airbnb. 16%. C'était 0 il y a 4 ans. C'est phénoménal. Ne parlons pas d'Uber, j'ai évoqué Blablacar, ça suffit, si vous voulez la carte, vous retrouverez les sources. Si vous avez besoin de la présentation, elle est déjà sur le net, hein, vous cherchez sur mon Twitter, @benavent. La géographie est importante, ça c'est juste pour pouvoir cadrer. Aujourd'hui, ces plateformes, et de manière restrictive, parce que les 2 premières plateformes, c'est quand même Google et Amazon, hein, n'oublions pas. Donc, c'est-à-dire parmi les premières capitalisations. La première capitalisation, ça doit être Apple actuellement. Apple, c'est certainement un modèle de plateforme, on pourrait discuter, je vais l'écarter, mais la seconde, c'est clairement Google, et Amazon vient derrière. Donc, on est dans le triomphe des plateformes. La 3e capitalisation, c'est Exxon, le monde du passé, le monde du pétrole et de l'industrie. Prenez un Renault, ça vaut 25 milliards. Un Uber, ça en vaut 50. Il n'y a pas la même histoire, c'est quand même assez impressionnant. Quand on regarde la géographie, elle est clairement, c'est la Californie et la Chine, hein, Pékin. Pourquoi est-ce que, alors, il y a certainement des questions de capital, hein, qui financent, ce sont ceux qui se sont déjà enrichis. Donc en Californie, on a Google, Facebook, les GAFA, qui ont des capacités de financement de ces plateformes qui sont gigantesques. Hein. C'est d'actualité. Juste la semaine dernière, Apple vient d'investir 1 milliard dans le Uber chinois, donc dans Didi Chuxing, qui est encore plus gros que Uber, hein, on l'ignorait ici, mais beaucoup plus gros que Uber, en volume, 1 milliard, comme ça. Il n'y a pas très longtemps, début janvier, c'est General Motors quand même qui panique, qui investit 500 millions cash dans Lyft, le concurrent d'Uber. Hein. On oublie qu'à côté d'Uber, il y a bien d'autres qui sont de taille absolument équivalente. On a aujourd'hui 170 à peu près plateformes, licornes, qui valent plus de 1 milliard. Hein. Toutes se sont établies entre 2005 et 2012 à peu près. Hein.
Moi, pour mes travaux personnels, je me suis fait un petit fichier, j'en ai recensé pour l'instant plus d'un millier de plateformes. Je pense qu'il y en a 3, 4, 5 000 qui sont en activité relativement forte à travers le monde. Uniquement en Afrique, il y en a 40 ou 50. C'est une des zones dans lesquelles ça va se développer le plus. Pensez à M-Pesa, par exemple, le paiement bancaire au Kenya. Voilà pour la géographie. Alors, moi, juste l'intitulé, pour finir sur le cadrage, pourquoi Chine, Californie, sans doute une question de financement, mais aussi une raison, c'est le modèle économique, c'est un modèle qui concerne surtout les services, c'est le modèle économique des mégapoles. Il ne faut pas trop raisonner, je pense, aujourd'hui en pays, il faut raisonner en grands centres urbains. Les seuls acteurs compétitifs aujourd'hui sont les villes de plus de 10 ou 15 millions d'habitants, le reste ce sont des villages. J'ai une vision assez noire et assez radicale, mais bon, ça c'est mon style, certains le connaissent. Vague de financement quand même, donc aujourd'hui c'est quand même des montants d'à peu près 5 à 10 milliards par trimestre qui sont investis. Uniquement dans la Silicon Valley, sur les plateformes, il y a à peu près 35 milliards qui ont été investis depuis 2012 et qui représentent une valeur d'à peu près 75 milliards. Pour les actionnaires, c'est très bon. On récupère très vite. Voilà pour le cadrage, pour le phénomène. Qu'est-ce qui est le moteur de cette économie? Qu'est-ce qui explique? Alors, moi, je me suis amusé à faire ce petit schéma, rien de très neuf, en tout cas pour les économistes, reprendre un certain nombre d'idées d'économie, mais qui permettent de comprendre la dynamique économique de ces plateformes. Bon, l'élément de base, clairement, c'est le crowdsourcing. C'est un renversement total dans la manière de gérer les approvisionnements. Si dans les années 90, moi j'ai le souvenir au moment de ma thèse d'avoir fait un petit travail à Dunkerque pour Arcelor, on était en pleine période où le mot-clé c'était qualité totale, réduction du nombre de fournisseurs, multiplication de cercles, concentration, investissement dans la relation et la qualité de la relation, ce qu'on répète en marketing depuis 30 ans, et aujourd'hui on est complètement à l'inverse. C'est-à-dire que vous prenez un Amazon c'est 2 millions de fournisseurs. C'est 200 millions de clients et 2 millions de fournisseurs. Il n'y a plus de limite. Alibaba, c'est simplement l'instrument logistique de la relation sino-américaine. Les investissements qui ont été faits dans les entreprises chinoises productives, il a fallu rapatrier et réimporter les produits pour les consommateurs américains, c'est grand coupable. Et on l'a fait par quoi? Les Chinois ne parlaient pas anglais, les Américains ne parlaient pas français, il fallait une intermédiation, et cette intermédiation, c'est la plateforme Alibaba qui s'est développée à la vitesse de la globalisation. Voilà pour l'exemple. Donc crowdsourcing, c'est un changement radical de stratégie dans l'approvisionnement, qui amène effectivement à de nouvelles stratégies de marché. Là on est plus sur le marketing avec les phénomènes d'économie de longue traîne. Là, on retrouve des grands classiques de la distribution, sauf à une échelle différente. On sait très bien que dans la distribution, les spécialistes, si on veut attirer, c'est une question de diversité. Si je veux prendre une grande part de marché, il faut que j'offre beaucoup de produits. La grande distribution, la française, a inventé un modèle où on offre 25 000 références dans un hypermarché. Oui, mais Amazon en offre 1 million. On ne peut pas résister, et ça continue. À partir de là, effectivement, deux notions en économie qui sont assez fondamentales. Une qui commence à être bien connue, on la doit à Jean Tirole, prix Nobel d'économie. C'est ce fameux marché à plusieurs versants. Bon, c'est bien de remarquer qu'il y ait plusieurs versants, mais c'est encore mieux de remarquer le résultat de Jean Tirole, c'est-à-dire que dans un marché à plusieurs versants, on peut optimiser les profits en donnant gratuitement sur un des versants du marché. C'est ça le résultat fondamental. Ce qui permet d'écraser des concurrences quand on a une taille suffisamment importante. Là, ça pose des problèmes, pas simplement moraux, économiques. Là, des problèmes de régulation majeurs qu'on n'a pas encore bien pensé. Puis de l'autre côté, c'est une branche de l'économie qui est tout à fait ignorée des gestionnaires, qui est pourtant fondamentale. Quand on est face à une si grande diversité, comment on fait pour pouvoir apparier l'offre et la demande? C'est pas une offre et une demande qui se rencontrent sur la place de marché. Et là, on a un modèle, vieux modèle, qui a été proposé, un modèle algorithmique, qui a été proposé en 1964 par Alvin Ross, qui est un modèle d'appariement. Alvin Ross a démontré qu'avec un algorithme, on pouvait marier hommes et femmes. Il a pris un cas assez simple. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas que 2 versants, il y en a au moins 4 ou 5. On peut apparier de manière optimale, c'est-à-dire créer des couples stables dans une grande population. Je ne mets pas l'algorithme ici.
C'est exactement cet algorithme qui est employé aujourd'hui par les plateformes de dating. C'est exactement ce type d'algorithme qui va être employé par exemple par Zillow, qui a le monopole aujourd'hui de l'offre immobilière, enfin de l'intermédiation immobilière aux États-Unis. C'est ce qui va continuer, se poursuivre dans toutes les plateformes qu'on connaît, y compris Blablacar. Tout ça crée un grand problème, c'est qu'on est dans un monde énorme en termes de nombre de références. Il faut bien voir qu'ici, le marché, c'est une grande matrice. C'est une matrice de millions de lignes et de millions de colonnes. En réalité, où on cherche à parier, point à point. Et on n'a pas d'informations, ça crée un marché de réputation, les hackers l'offrent, là, c'est pas la peine de commenter. Le tout crée, si on réussit à manager ça, des externalités de réseau, et effectivement, va pouvoir renforcer les capacités de crowdsourcing, parce qu'on sera encore plus attractif, et on est dans un cercle vertueux et infernal, qui fait de ces entreprises des monstres capables, en quelques années, de supplanter ou de maîtriser les industries traditionnelles. Voilà pour la partie économique. Je vais être un petit peu, je suis peut-être un petit peu long, je vais aller directement sur la question de la gouvernementalité. Un gestionnaire face à ça, là je viens de faire un mini cours d'économie, mais nous, quelle est notre place et quelle est la place de la gestion là-dessus? Et la place, là, est assez facile à comprendre. Il va falloir d'abord, alors moi je réemploie et je réutilise une notion qui vient de Michel Foucault, qui est celle de gouvernementalité, avec une idée finalement extrêmement simple, c'est que qu'est-ce qu'on gère dans ces plateformes? Gère-t-on des individus, des consommateurs? Gère-t-on des actionnaires? Ben non. Je crois que l'ère du marketing orienté client est définitivement morte. Aujourd'hui, ces plateformes gèrent des populations. Non plus des individus, mais des populations. Pour une raison extrêmement simple. C'est que le produit, c'est le client. Lorsqu'on est sur Blablacar, quel est le produit? C'est l'ensemble des conducteurs. Qu'attendent les clients? La sécurité sur la route. Quel va être le job marketing de Blablacar? Comment mettre en place, faire en sorte que les conducteurs de Blablacar conduisent mieux qu'un conducteur moyen? On va chercher à gouverner leur conduite pour faire en sorte que l'ensemble de la population, pas en termes d'individualité, en termes de plus de collection, ait une propriété, et cette propriété soit la sécurité. C'est quelque chose, cette idée, que vous pouvez généraliser. Je pourrais éventuellement donner des exemples, mais si on prend ce parti pris, comment les choses vont fonctionner? Elles vont fonctionner au travers de trois grands éléments. Le premier, le central, c'est le design des plateformes. Et le design des plateformes, c'est un jeu de capacitation et de restriction. On en restreint d'autres. Si vous prenez par exemple en Uber a décidé de contrôler les prix. Enable or control. On va retrouver un grand classique de la gestion qui est là. Le coup de génie, et on va le voir pour Uber, le coup de génie, c'est de donner toute liberté à ses conducteurs, beaucoup plus qu'en ont les taxis, mais de garder le contrôle sur deux choses, la fixation du prix et l'ordre de tirage. C'est-à-dire le taxi le plus proche vous prend. Le but est extrêmement simple chez Uber, faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 5 minutes d'attente. Donc il y a de l'orientation client au sens général, il y a une identification extrêmement précise du besoin des consommateurs, pas plus de 5 minutes d'attente. Mais on va mettre en place un dispositif extrêmement complexe pour pouvoir faire en sorte que des comportements individuels d'une population, les 7000 conducteurs Uber qu'il y a à Paris, fassent qu'il n'y ait jamais plus de 5 minutes d'attente. Pour ceux qui prennent les taxis dans les aéroports ou les gares, vous pouvez apprécier la qualité du service qui est donné. Ça se fait donc par le design de la plateforme, ça se fait par une production normative. Moi, ce que je trouve absolument phénoménal dans toutes ces plateformes, c'est qu'elles fabriquent du droit, et en plus de fabriquer du droit, elles appliquent du droit, et elles développent des services de police, au sens littéral de la police. C'est quelque chose qu'on connaît un peu en marketing, mais à la marge, on sait qu'il y a des chapardeurs dans les supermarchés, qu'il faut des vigiles, on n'en a jamais fait le cœur de la discipline. Dans ce type de modèle, c'est le cœur de la discipline. Regardez la polémique qu'il y a eu ce week-end à propos de Facebook et de la censure. Elle est majeure aux États-Unis. On est en plein dans cette question-là. Le troisième, c'est des jeux d'incitation. Par la gamification, c'est le truc à la mode. Mais moi, je préfère parler de système motivationnel. Le très particulier, c'est que tout ça est médiatisé par des algorithmes. Les algorithmes, ce n'est pas tellement des calculateurs dans ma conception ici. Ce sont des médias. Les nouveaux médias sont les algorithmes. C'est ce qui fait passer, c'est ce qui transforme une règle générale
en une application particulière, en un temps et en un lieu. Le temps et le lieu, je reste sur l'exemple du Uber parce qu'il est le plus simple à comprendre. L'échelle de Uber est à la fois globale, mais ultra locale. On verra que l'échelle de Uber, c'est en gros une superficie de la taille d'un arrondissement de Paris et une échelle de temps qui est de l'ordre de 5 minutes, à peu près. Tout ça est donc mis en œuvre par ces algorithmes qui sont de multiples types. Je vais passer sur des exemples où je ne prendrai que celui d'Uber, mais j'en ai pas mal. On va arriver au cœur de ce qui est votre sujet. Et comment j'en arrive à des questions de gouvernance alors que je suis parti des questions de marketing, où j'ai enfilé par un peu d'économie, où je suis tombé dans la politique, et puis tout ça aboutit, je disais, je soutiens, ces idées sont dans un bouquin qui va sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Plateforme, quel est le problème clé qui est posé? Le problème clé, il est ça. Fondamentalement, ce modèle-là s'appuie sur une capacité à gouverner des foules. Cette idée de gouvernementalité. Elle passe par des algorithmes. Mais, quand on étudie de très très près ces algorithmes, on se rend compte que ces algorithmes sont extrêmement faibles. Ils font beaucoup d'erreurs. Ils sont victimes de perturbations qui peuvent dire de groupes actifs. En informatique, on appelle ça l'adversarial computing. Vous en avez eu un exemple récent avec l'agent de Microsoft qui, en 24 heures, est devenu raciste, homophobe, cultuslan, tout simplement parce qu'un groupe d'activistes proches de Trump a voulu s'amuser avec lui et a appris plus rapidement à cet algorithme à répondre plus rapidement que les autres. Donc les algorithmes ne sont pas ni tout-puissants, ni vertueux, ni neutres. Aucune neutralité des algorithmes. Ce que j'appelle ici politique des algorithmes, c'est la manière dont les algorithmes exercent un pouvoir sur les populations indépendamment de la volonté de leurs concepteurs et des organisations qui les utilisent et qui les produisent. Alors, des effets quelquefois spectaculaires. Le plus spectaculaire, c'est sur Airbnb, ça a été observé. L'algorithme, bon, ici extrêmement simple, qui vise simplement à présenter une photo, génère une ségrégation raciale forte, notamment à New York, qui se manifeste par le fait que la différence de prix pour des logements équivalents est de l'ordre de 20%, selon qu'ils soient proposés par des Noirs ou par des Blancs. Hein, c'est l'effet curriculum vitae. Et on se rend compte qu'on a de multiples. Hein. Aujourd'hui, c'est tous les jours où on voit apparaître ce type de phénomène. C'est les phénomènes d'accélération de la gentrification des quartiers par Airbnb. Bon, je passe sur les exemples. On en a de multiples. Et mon point de vue, il n'est pas ultra critique, hein, comme certains sociologues peuvent avoir vis-à-vis des plateformes. Moi, je les trouve remarquables dans leur capacité de coordination. Je pense que ceux qui les promeuvent ont réellement l'envie de faire du bien à l'humanité et d'améliorer les services. Mais le défaut repose sur le fait que ces algorithmes ne sont pas maîtrisés, ne sont pas connus et peuvent être proies à de multiples interventions. Cette politique d'algorithme qui s'exerce sur les populations, alors il y a un jeu avec les populations naturellement, hein, qui peuvent les détourner, va poser effectivement un problème de gouvernance, là, très précisément, des algorithmes. Qui peut gouverner le gouvernement? C'est la question clé qui est posée aujourd'hui. Alors, dans les solutions, quelles sont, disons, les voies de recherche et voies de solution à ce type de problème? Alors, dans les choses qui sont proposées actuellement, c'est s'engager dans des phénomènes de rétro-ingénierie des algorithmes. Donc l'idée, c'est d'observer leur comportement, leurs résultats, et d'essayer de voir qu'est-ce qui est effectivement fait. Moi, je suis en train de faire un exercice, par exemple, sur Blablacar, avec un ami informaticien. Ça nous a scrappé, c'est-à-dire à copier, à voler les données de prix et de taux de réservation sur la plateforme. Donc là, on a 10 000. On va tester un peu, après je vais lancer, j'aimerais bien arriver à 100 000 ou 200 000. Et ce que je cherche à comprendre, c'est comment les prix se forment. Pour répondre à une question simple, est-ce que ça fonctionne comme une place de marché? Et j'ai déjà des éléments de réponse. Et les éléments de réponse, c'est non. Parce que je me rends compte, par exemple, que les notes n'ont aucun effet sur le prix, que le nombre d'avis a un effet sur le prix, mais un effet négatif. Plus il y a d'avis et plus le prix est bas. Ce qui voudrait dire tout simplement qu'aujourd'hui, la population de conducteurs au sein de Blablacar a intégré une norme, qui est la norme de réciprocité. Et l'idée que
en signalant par des prix plus faibles que la moyenne, on signale qu'on a adopté les normes morales et sociales de la plateforme Blablacar. Une des questions qui se pose pour Blablacar dans l'avenir, c'est d'encourager ce type de comportement et éviter qu'on ait des comportements plus économistes, plus intellectistes, qui iraient dans l'autre sens, mais qui pourraient ruiner complètement ce qui est aujourd'hui le principal capital de Blablacar, c'est-à-dire sa légitimité sur le marché. Blablacar ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune attaque sociale, comparé à Uber, alors que le plus grand destructeur aujourd'hui d'emploi, c'est Blablacar et c'est pas Uber. Uber, c'est 7000 taxis au maximum, c'est 7000 conducteurs au maximum, c'est quelques petits milliers de taxis qui ont été mis en cause. Blablacar, dans la fragilisation de la SNCF et notamment sur les premiers prix, risque de mettre en péril une société nationale. Je suis peut-être un petit peu fort ici, mais en tout cas, on peut se poser la question. Donc la rétro-ingénierie, c'est finalement essayer d'observer par des techniques informatiques qu'est-ce qui se passe, prendre les entrées et les sorties, essayer de comprendre comment la boîte noire fonctionne véritablement. Puisque même les concepteurs ne connaissent pas cette boîte noire. C'est pouvoir tester ce qu'on appelle les effets de surveillance, à la Foucault. Beaucoup utilisent en gestion Foucault depuis quelques années, personne n'a vraiment pris la peine de vérifier l'hypothèse fondamentale. Parce qu'effectivement, on change de comportement quand on est surveillé. Lorsque vous travaillez dans ces plateformes, manifestement, les individus ne sont pas du tout intimidés par le fait d'être surveillés. J'ai passé un exemple, et un des exemples remarquables qu'on a actuellement, c'est Allianz qui est en train de lancer ces voitures où on met le mouchard dans la voiture pour surveiller votre qualité de conduite et faire payer votre assurance en fonction de votre qualité de conduite, avec des effets globaux. J'y reviendrai. Bon, quelques chercheurs, économistes, psychologues, peu de gestionnaires, pas de gestionnaires, il n'y a pas beaucoup de gestionnaires dans ces domaines-là, ont travaillé sur les smart meters, manifestement, un Dinky notamment, ce type d'observation, on voit les résultats sont quasiment nuls. Le fait d'avoir un boîtier intelligent ne permet pas de réduire de manière durable la consommation. On s'amuse pendant quelques jours avec, et très rapidement ça s'efface. Donc, la question d'efficacité technique, donc des techniques de gouvernementalité, un champ comme le domaine des nudges, par exemple, qui est en voie d'essor, est absolument central. Naturellement, une grande question du droit, du calcul et de la vie privée. Le cœur de cette problématique est naturellement tourne et l'élément central, c'est la question des droits de propriété sur les données. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il y en a aux États-Unis, et il va falloir se poser des questions là-dessus. On a des lois, le package européen qui est là. Alors là, il y a une activité absolument formidable du côté des juristes, actuellement. Et puis, naturellement, une question d'éthique et politique.